Bismillah. Melrose. Approche petit, mais approche donc. L'adolescent fit quelques pas en direction du cavalier qui l'avait interpellé. Il leva les yeux, ne distingua qu'une ombre tant le soleil d'août était aveuglant. Dis-moi petit, à qui appartiens-tu? À Mr. Saunders, monsieur. Melvin Saunders? Sûrement, monsieur. J'en connais pas d'autre, mon maître, c'est lui. Et ce monsieur Saunders te traite-t-il bien au moins? L'adolescent baissa la tête, mais ça n'était pas à cause du soleil. C'est pas, ça l'est pas. C'est pas trop. Tu travailles dur? Du matin au soir, tous les jours que Dieu, subhanahu, fait, sauf le dimanche. As-tu assez à manger? Oui, monsieur. Les fois où j'ai pas faim, j'ai assez à manger, je crois. L'adolescent leva à nouveau la tête et le soleil lui fit comme une brûlure aux yeux. Pourquoi vous me demandez tout ça, monsieur? Vous n'êtes pas le nouveau régisseur? Ton maître, tu le connais? Je l'ai jamais vu. Ou est tellement ici qu'il n'a pas le temps de vous voir tous? Tu vas pas prétendre que tu ne l'as jamais aperçu. Jamais, monsieur. C'est la vérité. Dans le ciel, le soleil parut bouger. L'ombre du cavalier trembla. L'adolescent fixa le sol, traça comme un cercle avec le bout du pied. Est-ce que c'est? Ça vaut sûrement mieux que je l'ai pas vu. Dites, monsieur, vous n'êtes pas le nouveau régisseur, hein? Vous parleriez pas comme si ça vous étiez le nouveau régisseur. Pourquoi? Des régisseurs, il en est venu autant que je dois à ma mule-main. Ils criaient tous. Vous parlez doucement, monsieur. Et celui qui est en poste actuellement, monsieur Harrison, il crie encore plus fort que tous les autres ensemble. Tu es avec ta famille? Avec Charlie, oui. C'est mon grand frère. Et ton père? Et ta mère? C'est pas où ils sont, monsieur. Suis qu'avec Charlie. Quand l'adolescent eut terminé de tracer du bout du pied un second cercle à l'intérieur du premier, le cavalier était déjà loin. Il avait lancé sa monture au galop en direction de Melrose. Lisa, Lisa, que suis heureux de te retrouver. En apercevant la vieille servante devant la maison, Jordan Saunders avait sauté de cheval. Il avait couru vers elle, il l'avait serrée contre lui. Lisa riait, pleurait, riait. Vous allez m'étouffer à force. Ah, mon petit maître, je croyais plus que je vous reverrais. Combien de fois je l'ai dit, en regardant le ciel, bon Dieu, si t'es bon comme on le dit, fait que Lisa voit de ses yeux son petit maître avant de mourir. Son petit maître qu'elle a nourri de son sein, maintenant je peux aller là-haut en paix. Alors, Lisa, que racontes-tu? Tu vas vivre jusqu'à 100 ans. C'est pas quand je suis né, alors comment je pourrais savoir quand je vais mourir? Jordan Saunders se dégagea, regarda l'allée des chênes, entremêlée, les branches formaient comme une voûte. Il fit quelques pas sous le couvert, se retourna afin de contempler Melrose. Cette maison, il avait vécu tant d'années. Soutenant la partie avancée du toit, 6 colonnes encadraient les porte-fenêtres des pièces donnant sur la façade. Mis à part le crépi, autrefois blanc et maintenant jaune pâle. Rien n'avait changé. L'harmonieuse demeure respirait le confort et la tranquillité. Jordan Saunders hocha la tête, marcha vers Lisa. Comment va-t-il? Comment est-il? C'est dur de répondre comme ça, surtout à deux questions. Il est qu'il est pareil, comme si vous l'aviez quitté hier. Mais comment qu'il va, ça c'est autre chose. C'est depuis les événements que ça tourne plus comme avant. Mais il n'y a que le bon Dieu pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Vous le connaissez un peu, pas vrai? Même avec le temps qu'a passé, vous n'avez pas pu oublier. Il est méchant, toujours méchant. Pas avec moi, mon petit maître. Non, pas avec moi. Alors faut aller à voir. C'est pour ça que vous êtes revenu. Je crois bien avec ses yeux, on voit mieux qu'avec les yeux des autres. Les miens commencent à être usés. Faut pas s'y fier. Oui, ils sont usés, c'est pour ça aussi que j'avais hâte de vous y revoir. Où est-il? Là-haut, faut monter. Lui, il descendra pas, même s'il sait que c'est vous. Jordan Saunders gagna la terrasse à grande enjambée et disparut sous le porche de la porte d'entrée. Rapidement, Lisa s'essuyait les yeux avec le coin de son tablier. Comment va? Sais-tu que tu troubles ma sieste? Elle est pourtant sacrée, surtout celle du dimanche, tantôt. Mais je ne t'en veux pas. Tiens, ça me fait même plaisir de te revoir. Jordan Saunders s'avança dans la galerie. Il voulut se pencher pour embrasser son père, mais d'un bond le planteur se leva du rocking chair dans lequel il se balançait. Il était grand, toujours aussi corpulent, et la même lueur métallique brillait dans ses yeux bleus. Pas plus que sa demeure. Melvin Saunders n'avait changé. On ne s'est pas vu depuis des années, fiston. Combien? 4, 6?
Quelle importance? Dis-moi ce qui t'amène. Le mal du pays? Les gens de New York ne sont plus malades pour que tu te sois accordé un congé? En tout cas, ne compte pas t'établir dans cet état comme médecin. Tu ferais faillite. Le climat est si bon en Louisiane qu'il n'y a que des biens portants. Il parlait vite, fort. Dès qu'il s'animait, ses pommettes devenaient rouges. Peut-être qu'il y aura bientôt besoin de docteurs par ici et dans tout le sud, dit Jordan Saunders. Davantage de docteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a la guerre et nous y voilà, la guerre. Les troupes confédérées viennent de ficher une raclée aux Yankees à Manassas. Il y a déjà plus d'un mois. Et tu parles au présent de la guerre. Tous à Richmond, a titré en juillet le New York Tribune de Horace Greeley. Peste soit de ce journaliste. Eh bien, non seulement notre capitale n'a pas été inquiété, mais si nous avions pu exploiter notre victoire, oui, si nos soldats n'avaient pas été épuisés par les combats, nous aurions pris Washington. Voilà la vérité. Manassas, c'est l'une des batailles décisives de l'histoire du monde. Elle a assuré notre indépendance et crois-moi, je ne suis pas le seul à y voir la fin virtuelle de la guerre. Plus jamais l'armée de l'Union n'osera s'avancer à plus d'un boulet de canon de Washington. Entends-tu? Alors de quelle guerre parles-tu? Sais-tu qui est ce général Beauregard qui s'est illustré à Manassas? Un planteur de Louisiane. Je peux dormir tranquille, faire mes siestes sur mes deux oreilles. Un seul enfant du Sud, un seul, est capable de mettre en déroute un nombre incalculable de Yankees. Vous vous trompez, père. La Confédération n'est pas invincible. La victoire vous berce de flatteuses illusions. Melvin Saunders frotta ses mains l'une contre l'autre. Il était en proie à une agitation extrême. Le sang lui était monté au visage. Il respira profondément pour tenter peut-être de retrouver son calme. Peut-être. Écoute, Jordan, les événements, tu les connais aussi bien que moi. Le 20 décembre dernier, la Caroline du Sud s'est séparée de l'Union. En janvier 61, elle a été imitée par le Mississippi, la Floride, l'Alabama. Puis la Géorgie, la Louisiane et le Texas ont suivi, je sais. Laisse-moi continuer. Le 8 février, nos délégués ont établi une constitution. Le lendemain, Jefferson Davis était désigné comme président. Mais enfin, dites pourquoi il y a eu sécession. Nous sommes 11 États. Maintenant, en avril, la Virginie, la Caroline du Nord, l'Arkansas et le Tennessee nous ont rejoints. Vous ont rejoint après la canonnade de Fort Sumter, père, et qui a ouvert le feu? L'artillerie du Sud. Elle a tiré sur la forteresse fédérale. Oui, c'est bien le Sud qui a déclenché les hostilités. Enfin, Lincoln a bien appelé 75 000 miliciens sous les drapeaux, non? Après Fort Sumter, père, après 75 000 miliciens en réponse à quelques boulets de canon. Le président Lincoln a lancé un défi. Voulez-vous la paix ou la guerre? À quoi Jefferson Davis a répondu? La guerre. Lincoln est à la solde des abolitionnistes. Il a voulu nous tendre un piège et le piège s'est refermé sur lui à Manassas. Enfin, nous y sommes presque. La Caroline du Sud a fait sécession le mois qui a suivi l'élection de Lincoln à la présidence. Et l'attaque de Fort Sumter a eu lieu après le discours inaugural du président. Comme par hasard. Une véritable déclaration de guerre que ce discours. Pas du tout. Si le président a démontré que la sécession était bien inconstitutionnelle, il a affirmé qu'il n'interviendrait pas pour abolir l'esclavage dans les États où il existait. Qu'a-t-il dit pour conclure? Que la question de la guerre civile était entre les mains de ceux qui avaient fait sécession. Et il a ajouté textuellement: nous sommes non pas des ennemis mais des amis. Nous ne devons pas être ennemis. Où voyez-vous une déclaration de guerre? Il y eut un silence. Comme deux lutteurs, le père et le fils reprenaient leur souffle. Textuellement, tu étais à Washington ce jour-là, n'est-ce pas? Le 4 mars, tu étais à Washington. Jordan Saunders soutint le regard du planteur. Il hocha la tête. Oui, j'avais fait le voyage et je me trouvais parmi les 50 000 assistants. Maintenant, comme machinalement Melvin Saunders tournait une bague au chaton noir et pointu qu'il portait à l'annulaire droit. Boxeur sonné, il éprouvait toutes les peines du monde à récupérer. Il se ressaisit pourtant, et ses yeux bleus ne furent plus que métal brillant, dur et froid. Que veut Lincoln, père? Lincoln déteste le Sud. Il obéit à sa haine de l'esclavage et à sa prédilection avouée pour l'égalité des nègres. Je répète, que veut Lincoln? Préserver l'Union. Il a longtemps espéré que les sudistes en arriveraient un jour à considérer la servitude comme un fléau, car en fait, l'esclavage est au cœur du problème. Pour le président, ce mal finira par s'éteindre.
Lincoln se trompe. L'esclavage est un mauvais fruit. Il va tomber et c'est le Sud lui-même qui, par son attitude, aura précipité sa chute. Melvin Saunders eut un mouvement d'impatience. Nous sommes les seuls héritiers de la Révolution américaine, mais allons. La Constitution adoptée en mars par les États confédérés comporte une reconnaissance de l'esclavage fondée sur le principe de l'inégalité des races humaines. Vous êtes en rupture avec l'esprit de la Déclaration d'indépendance qui affirme que tous les hommes ont été dotés par Dieu, subhanahu, de droits inaliénables. La vie, la liberté, la recherche du bonheur. Si les signataires de la Déclaration d'indépendance ont eu l'intention d'inclure les nègres dans leur tous les hommes, ils ont eu tort. La grande vérité, c'est que le nègre n'est pas l'égal de l'homme blanc. L'esclavage est sa condition naturelle et normale. Les États du Sud ont formé une nouvelle nation pour préserver leurs institutions. Votre nouvelle nation, elle repose sur l'esclavage et vous voulez en élargir des frontières. Il y a 11 années, Lopez et son armée de 600 flibustiers sont partis de Louisiane pour préparer l'invasion de Cuba. Lopez a échoué, mais le Sud profond l'a considéré comme un héros. Et des journalistes ont écrit que vous aviez une destinée à accomplir. Au Mexique, en Amérique du Sud, aux Antilles, à l'Ouest aussi, et au Nord si vous gagniez la guerre. Quelle destinée? Étendre votre royaume du coton, étendre l'esclavage pour former un empire contrôlé par le Sud. Quelle sorte d'héritier êtes-vous donc? Les pères fondateurs ont dit que tous les hommes naissaient égaux, parce que Thomas Jefferson aurait exprimé dans la déclaration que les nègres qu'il possédait et traités comme des biens avaient été créés égaux à lui-même. Non, non et non. Oui, plusieurs des pères fondateurs possédaient des esclaves, mais tous, en la tolérant momentanément, ils avaient dans le principe affirmé leur hostilité à l'institution. Ils se faisaient face, ils étaient à 3 pieds l'un de l'autre, mais un abîme les séparait. Je ne suis en aucune façon apparenté aux nègres, et toi non plus, Jordan. Mets-toi ça dans le crâne. Les blancs qui pensent que le nègre ou tout autre individu d'une autre race dégénérée est leur frère, ces blancs-là commettent une monstrueuse hérésie. Le nègre devra toujours occuper une position inférieure. L'esclavage est juste. En somme, vous ne vous opposeriez pas à une reprise de la traite des esclaves africains. S'il est juste d'acheter les esclaves en Virginie et de les emmener à la Nouvelle-Orléans, je ne vois pas pourquoi il serait illogique de les prendre en Afrique et de les amener ici en Louisiane. Les yeux de Jordan Saunders s'étaient plissés. Il n'y avait plus que 2 fentes sous les sourcils. Où est ma mère? Demanda-t-il brusquement. Dans le regard de Melvin Saunders, le métal sembla changer de couleur, virant du bleu au gris. Le planteur ne s'attendait pas à une telle question. Où est ma mère? Melvin Saunders baissa un instant ses lourdes paupières, puis parut fixer un point dans l'espace. Un point connu de lui seul et du Tout-Puissant, subhanahu. Enfin, le regard devint bleu. Tu le sais bien, ta mère est dans la terre de Géorgie, pas très loin d'Atlanta. Elle est morte juste après ma naissance. C'est ça. Tu es né en août 31 et 2 mois plus tard, oui, 2 mois plus tard, pourquoi ne pas être resté en Géorgie? Tu remues le passé, à quoi ça sert? Est-ce qu'on réécrit l'histoire? Nous avions là-bas une plantation de coton. Tu es né, ta mère a été emportée par une mauvaise fièvre, je n'ai pas voulu demeurer dans ce coin qui portait malheur. Pour affaire, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Louisiane. J'ai vu les forêts de cyprès de terre basse de la Nouvelle-Orléans jusqu'au lac Pontchartrain et les peupliers et les saules des rives du Mississippi. Pins, magnolias, sycomores et les chênes immenses au bord des bayous et des rivières. Il y avait l'immense douleur d'avoir perdu ta mère et la découverte d'une région qu'on dit être la plus douce et la plus belle de l'univers. C'était comme un peu de baume sur une plaie. Je suis allé jusqu'au bayou Bœuf. La terre qu'il baigne est tout à fait adaptée à la culture du coton. Le sucre était aux mains de grands propriétaires créoles. Je n'avais pas envie de m'occuper de tabac. Et le coton était devenu l'affaire de tous. Une occasion se présentait, 1500 acres de terre fertile pour $3000. Je me suis renseigné sur le prix des nègres des champs, et quand j'ai su qu'on pouvait en acheter une dizaine pour $5000, je n'ai plus hésité. Mais tu connais tout cela et la suite par cœur, non? Père, Lisa est venue avec nous, de Géorgie jusqu'ici. Oui, oui, c'est elle qui m'a donné le sein, n'est-ce pas? C'est bien elle. Eh bien oui, tu sais ça aussi bien que moi. Si tu en doutes, tu n'as qu'à le lui demander. Où veux-tu en venir? Si les nègres appartiennent à une race inférieure,
comment se fait-il qu'une femme de couleur ait nourri l'enfant blanc que j'étais? De votre point de vue, est-ce logique d'avoir consenti à cela?